Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Sey en votre compagnie pour vous parler de livres audio, de nouveautés ou de peut-être des livres qui sont un peu plus usagés, mettons, mais pourvu qu'ils soient à écouter avec les oreilles. Cette semaine, pour commencer en beauté, un gros coup de cœur pour Cœur Vintage 2 et lu par Émilie Bibeau, oui, la comédienne québécoise. Ensuite, la série La femme de ménage qui fait un véritable tabac en Europe, mais que j'ai vu aussi très très bien placé dans les vitrines de nos libraires ici. Alors j'imagine que ça se vend également très bien. Mais saviez-vous que les 3 tomes étaient enregistrés? J'ai des extraits pour vous. Ensuite, on va poursuivre avec la découverte des 10 livres en lice pour le prix Audiolib 2025. Donc je vous en proposerai 2. En seconde partie, une bonne nouvelle qui nous vient de France, mais j'ai envie de vous en parler parce que je voudrais que nos gouvernements puissent entendre ce qui se passe en ce moment en France et en Europe plus généralement, alors que le livre audio y est très prisé par les jeunes de 10 ans et plus. Je me suis dit que c'était bon à savoir. Parmi les favoris, La Passe Miroir, ça c'est moi qui avais lu ça, je suis contente, je suis fière. Et puis, La Rivière à l'envers, l'intégrale de Jean-Claude Mourleva. On va finir avec 2 nouveautés, Un avenir radieux, ça on l'attendait. C'est le 3e de la tétralogie de Pierre Lemaître. C'est lu par Philippe Solier, avec un extrait bien sûr. Et puis Bristol de Jean Echenoz, lu par Dominique Pinon. Et enfin, la saga des Rockefeller. Je me suis dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, et avec une espèce d'individu que l'on voit à la tête de tout ce qui est le fric aux États-Unis, je me suis dit, après tout, c'est pas la première fois, regardez, la famille Rockefeller. Mais j'ai découvert des choses sur les Rockefeller et à mon avis, ils sont pas dans les petits papiers de Monsieur Trump. Alors voilà pour l'émission cette semaine. Alors un beau coup de cœur en ce qui me concerne, autant pour l'écriture moderne et efficace d'Émilie Bibeau, oui, la comédienne que vous replacez sans doute, mais aussi pour la narration qu'elle fait de son propre texte. Elle dit « Les mots des autres, il en faut partout ». Tout le temps, parce qu'il n'y a rien au monde comme la rencontre de 2 êtres humains dont un des 2 a syntonisé le même feeling de détresse ou d'émerveillement que l'autre et a mis des meilleurs mots dessus. La reconnaissance mutuelle d'un sentiment, la grosse base de l'humanité, la fin de la solitude, la puff d'air de la nageuse synchronisée, le hot shot de janvier, ton leaking à Tokyo. C'est signé Émilie Bibeau, qui nous offre cette espèce de carnet intime à garder près de soi, qui consigne des mots consolateurs écrits par d'autres auteurs, mais aussi ceux des femmes et des hommes de lettres qu'on connaît peut-être moins, et puis aussi ces mots à elle, à Émilie Bibeau. Ce sont tous des mots qui font du bien au cœur un peu scratché. On écoute un extrait du livre Cœur Vintage. Au départ, ce livre n'était pas censé être un livre. Je m'explique. Tout a débuté par des chroniques d'autofiction créées et lues à l'émission Plus on est de fou, plus on lit sur les ondes d'ici Radio-Canada Première. Ces textes parlaient de solitude, d'amour déçu et surtout du réconfort trouvé dans les mots des autres. Mots d'amis et mots d'auteurs utilisés comme une sorte de refuge. Et franchement, cette expérience m'a comblée. Ensuite, est venu le projet de construire un spectacle solo autour de ces chroniques avec des textes liant chacune d'elles. Durant ces transitions, je m'adressais directement aux spectateurs. Elles expliquaient la genèse du projet, mais aussi le parcours réflexif qui entourait la confection de ces chroniques. Ce spectacle a vu le jour dans le cadre du Festival international de la littérature, puis il a été transporté au Théâtre La Licorne à Montréal en 2018. Et franchement, cette expérience m'a réjoui. Puis, finalement, vint l'idée d'en faire un livre, que voici. On y trouve donc les 5 chroniques et les textes transitoires présents dans le spectacle, le tout illustré et relié en un petit objet à garder près de soi. Et franchement, j'espère que ça vous plaira. A Rose for Emily. A Rose for Emily des Zombies.
c'est la chanson que la fonction random de ton réveil a choisie ce matin. Tu sais, c'est un matin noir d'hiver où il faut que tu allumes la lumière, où sortir des couvertures te semble une fatalité pas mal cruelle. Il fait fret, t'as mal dormi, t'es à bout, puis ton random choisit une chanson qui raconte essentiellement l'histoire d'une fille qui s'appelle Emily, puis qui est morte seule. C'est un réjouissant matin, un hasard lumineux, une judicieuse sélection de ton iPhone. En poussant un peu plus loin, tu découvres que cette chanson-là est inspirée d'une nouvelle de Faulkner, en fait, qui raconte l'histoire de cette même Emily, dans la chambre de qui on a trouvé le corps d'un amant décomposé. Ce qui est le fun de cette précision-là, de ce petit détail charmant-là, ben, c'est que ça t'empêche complètement de t'identifier, puis tu continues ta journée en te disant que toi, tu mourras pas seul. Hein? Dans Hiroshima, mon amour, il y a cette phrase-là qui dit « Je pense à toi, mais je ne le dis plus. » Bon, je sais qu'on n'est pas une Française pas un Japonais dans une vue de la nouvelle vague, mais j'imagine que tu me vois venir avec ma citation super subtile. Ben c'est ça, je voulais te dire que mon cœur tout mou, ben scrappé, pense à toi, mais ne le dis plus, parce que tu sais, c'est pas normal de penser aussi longtemps à quelqu'un, c'est pas normal d'être habité aussi longtemps par une face, par des soupers, par une petite image au-dessus du lavabo chez toi sur laquelle je pognais le fixe en me brossant les dents, par ton chien, même si j'aime pas les chiens. C'est pas normal, peser encore sur le 9 pour sauvegarder tes maudits messages. C'est limite honteux, je le sais, ça. Je suis mal faite, puis je le sais, mais ça va être ça qui est ça, ou on est comme on est, comme dirait ma tante Carole, grande spécialiste du réconfort éloquent. Fait que c'est ça, comme je disais, je pense encore à toi, simple de même. Je trouve pas de moyen de le dire avec plus de poésie ou de loquacité que ça pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux? Le monde n'est pas fait pour les grandes sensibles romantiques, ça a l'air. Le monde n'est pas fait pour les espèces de mères Teresa de l'amour puis les gros cœurs vintage. Anyway, il faudra bien que je m'y fasse. C'est juste que l'option de s'y faire, c'est un projet que je trouve pas mal abstrait. Puis le problème avec l'abstrait, c'est que c'est flou, puis le flou, ben c'est pas clair, puis le pas clair, c'est lassant. C'est très bien écrit, c'est très bien lu. Je vous le recommande vraiment. Cœur Vintage de et par Émilie Bibeau. Meilleure vente en livre audio en Europe, La femme de ménage. Je me suis dit, oh, va bien falloir que j'aille jeter une petite oreille là-dessus, surtout que c'est tout à fait disponible également ici sur papier et en audio. Alors, on fait connaissance avec Millie, qui est devenue une femme de ménage, mais Millie a déjà été emprisonnée. Donc, on fait sa connaissance après son emprisonnement. Et alors, elle fait le ménage dans une très belle maison, celle des Winchester, une famille très riche, new-yorkaise. Alors, elle récupère la fille à l'école, elle fait les repas, elle monte évidemment au grenier pour aller se coucher. Mais bon, pour elle, c'est vraiment une chance inouïe, celle de repartir à zéro. Mais il y a un mais, c'est que sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et surtout toxique. Et puis, il y a cette espèce de rumeur dérangeante qui court dans le quartier et qui dit que Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Ça s'est quand même vendu à 4,5 millions d'exemplaires dans le monde, La femme de ménage. Ça, c'était à la fin de 2024. Et c'est même un roman qui aura son adaptation cinématographique. En attendant, je vous laisse en découvrir un extrait de La femme de ménage, tome 1, de Frida McFadden. C'est lu par Laure Filiou et Audrey Sourdive. Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Maintenant que les policiers sont dans la maison et qu'ils ont découvert ce qu'il y a en haut, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils sont à environ 5 secondes de me lire mes droits. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être qu'ils espèrent me piéger, que je leur dise quelque chose que je ne devrais pas. Bonne chance, les gars. Le flic aux cheveux noirs parsemés de gris est assis sur le canapé à côté de moi. Il déplace sa carcasse trapue sur le cuir italien caramel brûlé.
Je me demande quel genre de canapé il a chez lui. C'est sûr que le sien ne coûte pas autant que celui-ci. Probablement un truc d'une couleur naze, genre orange, couvert de peau de bête et plein de petites déchirures au niveau des coutures. Je me demande s'il pense au canapé qu'il attend chez lui et s'il se dit qu'il aimerait en avoir un comme ça. Ou, plus probablement, s'il pense au cadavre, là-haut, dans le grenier. Bon, on va recommencer depuis le début, dit le flic avec son accent new-yorkais. Il m'a dit son nom plus tôt, mais il m'est sorti de la tête. Les officiers de police devraient porter un badge rouge vif avec leur nom dessus. Comment on est censé se souvenir de leur nom sans ça, dans une situation de stress élevé? Il est inspecteur, je crois. Quand avez-vous trouvé le corps? Je réfléchis. Est-ce que le moment ne serait pas venu de réclamer un avocat? Ils ne sont pas censés m'en fournir un? Je suis rouillée en matière de procédure. Il y a environ 1 heure, réponds-je. Pourquoi y êtes-vous monté à la base? Je pince les lèvres. Je vous l'ai dit, j'ai entendu un bruit. Et? L'officier se penche en avant, les yeux écarquillés. Il a le menton ombré d'un début de barbe rêche, à croire qu'il a omis de se raser ce matin. Sa langue sort légèrement d'entre ses lèvres. Je ne suis pas stupide. Je sais exactement ce qu'il veut m'entendre répondre. C'est moi. Je suis coupable. Arrêtez-moi. Au lieu de quoi, je m'adosse au canapé. C'est tout. C'est tout ce que je sais. La déception se lit sur le visage de l'officier. Il serre la mâchoire en pensant aux preuves qui ont été trouvées jusqu'à présent dans cette maison. Il se demande s'il a assez d'éléments pour me passer les menottes au poignet. Il n'est pas sûr. S'il en était sûr, il l'aurait déjà fait. Hé, Connors! C'est la voix d'un autre policier. Le contact visuel est rompu. Je lève les yeux vers le sommet de l'escalier. L'autre flic, beaucoup plus jeune, se tient là-haut, ses longues mains agrippées à la rampe. Son visage lisse et blême. « Connors ?» répète le plus jeune. « Faut que tu montes ici, maintenant. Faut que tu vois ça. » Même d'en bas, je vois bouger sa pomme d'Adam. « Tu vas pas le croire. » La femme de ménage, un extrait de cette trilogie, cette série de Frida McFadden, dont on a dit dans l'Express en novembre 2024, quand c'est sorti, la spécialiste des lésions cérébrales, oui, l'autrice est une spécialiste des lésions cérébrales, décoiffe la planète avec ses thrillers psychologiques, notamment grâce à cette trilogie sur les aventures d'une ancienne reprise de justice devenue femme de ménage. Alors il va y avoir un tome 2 et arrive le tome 3 qui lui aussi est dans le genre, dans les 3 premiers au niveau des ventes et qui s'appelle cette fois-ci « La femme de ménage voit tout ». Mais à ce moment-là, elle n'est plus femme de ménage, Millie. Elle est la voisine d'une madame Lowell. Elle a fondé une famille, donc elle s'est vraiment reprise en main. Ils ont trouvé une maison familiale. Elle dit « Le passé est très loin derrière nous et je ferai tout pour qu'il en soit ainsi. Avant, je nettoyais les maisons des autres. Maintenant, je n'arrive pas à croire que cette maison est la mienne. » Mais voilà. La madame Lowell en question, c'est assez obscur. C'est une voisine dont on se méfie énormément de nos voisins et elle commence à se demander si elle n'a pas fait une terrible erreur en installant sa famille. Ici, voici un extrait de La femme de ménage voit tout, qui est le tome 3 de la série La femme de ménage. Il y a du sang partout. Je n'ai jamais vu autant de sang. Il imbibe le tapis crème, s'infiltre dans le parquet autour, mouchette les pieds en chaîne de la table basse. Des gouttes ovales parfaites ont même atteint le cuir pâle de l'assise du canapé, et de larges ruisseaux dégoulinent le long du mur en albâtre. C'est sans fin. Si je cherche bien, est-ce que je vais aussi trouver des taches de sang sur la voiture au garage? Sur les brins d'herbe de la pelouse? Dans le supermarché à l'autre bout de la ville? Mais le pire de tout, c'est que j'en ai partout sur les mains. Quel bazar! Malgré le peu de temps dont je dispose, ça me démange de tout laver. Quand il y a une tache, surtout sur la moquette, on m'a appris qu'il fallait la nettoyer rapidement, avant qu'elle ne s'incruste.
Une fois sèche, la tache devient impossible à enlever. Malheureusement, j'aurais beau frotter, ça ne changera rien pour le cadavre qui gît au beau milieu de cette mare de sang. J'évalue la situation. D'accord, c'est grave. Mes empreintes digitales dans la maison, ça, on s'y attend. Mais le vermillon incrusté sous mes ongles et dans les sillons de mes paumes, ce sera moins facile à expliquer. Quant à la tache qui s'assombrit sur le devant de mon chemisier, ce n'est pas non plus le genre de choses que je peux négliger. Je suis dans un sacré pétrin. Enfin, si quelqu'un m'attrape. J'inspecte mes mains, pesant le pour et le contre. Laver le sang ou me tirer d'ici vite fait. Si je me lave les mains, je perdrai de précieuses secondes pendant lesquelles je pourrais me faire prendre. Si je pars immédiatement, je vais sortir avec du sang partout et embarbouiller tout ce que je toucherai. Et puis la sonnette de la porte d'entrée retentit. Le carillon résonne dans toute la maison. Je me fige, n'osant même plus respirer. « Ohé !» lance une voix familière. « S'il te plaît, pars, s'il te plaît. » La maison est silencieuse. Le visiteur à la porte va comprendre qu'il n'y a personne et décidera de revenir une autre fois. Il le faut. Autrement, je suis finie. Ça sonne de nouveau. Extrait donc de La femme de ménage voit tout, le tome 3 de la série La femme de ménage de Frida McFadden. C'était lu par Laure Filiou. Les prix Audiolib 2025, c'est parti. Je vais, quand j'en aurai l'occasion, vous présenter un ou deux de ces livres qui sont en lice. Aujourd'hui, j'en ai deux à vous présenter. D'abord, L'inconnu du portrait de l'excellente Camille de Peretti, un gros succès, lu en audio par Mathieu Buscato. C'est sorti le 23 octobre de l'an dernier, où il est question d'une toile de Gustav Klimt, un portrait qui a été volé, qui a été retouché, qui a été revolé, qu'on a retrouvé dans un jardin à un moment donné. Aucun expert en art, aucun conservateur de musée, aucun enquêteur de police ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau. Dans le livre, on va faire connaissance avec une jeune fille qui ressemble étrangement à celle peinte par Gustav Klimt. Alors, si vous le voulez bien, écoutons un extrait tout de suite de L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, à la voix Mathieu Buscato. Bien sûr, elle était venue pour lui parler du tableau, de ce portrait étrange qui l'avait obsédé toute la semaine. Elle s'était même rendue dans une librairie pour acheter un livre sur Gustav Klimt. Malheureusement, le portrait d'une dame ne figurait pas dans les illustrations et n'était même pas mentionné dans le texte. Elle en avait conclu qu'avant ce jour, il ne faisait pas partie des œuvres notoires de l'artiste. Elle avait déjeuné avec Adriane et ils s'étaient mutuellement échauffés. Avec son enthousiasme habituel, Adri avait convaincu son ami que le portrait était celui de son aïeul. Il ne pouvait pas en être autrement. Il était juste étonnant qu'Isidore n'en ait jamais parlé, après tous ces après-midi à arpenter les musées. Ou bien Isidore lui-même n'avait pas connaissance de son existence. Il fallait éclaircir ce point. En revanche, Pearl s'était peu penchée sur cette histoire de repeint. Mais bon, était-il si important que la jeune femme ait été peinte avec puis sans chapeau? Adriane m'a montré un article du Guardian qui parle d'un tableau de Gustav Klimt. Isidore resta parfaitement impassible. Adriane trouve que je ressemble beaucoup au modèle. Isidore ne dit rien. Mais Pearl sentit l'air se charger d'électricité. Elle se mit à trifouiller dans son sac. « Tu vas voir, je te l'ai apporté. » Elle cherchait trop nerveusement le bout de papier qu'elle avait pourtant soigneusement plié. Je l'avais glissé dans mon agenda. Elle s'assit, posa son sac sur ses genoux et commença à le vider entièrement de son contenu. Isidore l'observait faire en silence. « Je suis certaine de l'avoir. Ah, le voilà. » Elle tendit l'article à Isidore, qui le prit de manière presque affectée. Il le regarda à peine et le lui rendit aussitôt. «
Oui, c'est vrai que tu lui ressembles. » Pearl ne s'attendait pas à si peu de réaction. Peut-être la ressemblance n'était-elle pas si flagrante. Elle se sentit mal à l'aise. Est-ce qu'elle se faisait des idées? « Adrian dit que je suis son sosie. » Isidore se contenta de sourire. « C'est un peu exagéré, non? Nous nous sommes dit que, comme Klimt est un peintre autrichien et que tu es autrichien, que c'était peut-être quelqu'un de ta famille. » Cette fois, le regard d'Isidore se durcit. « Est-ce que tu connaissais ce portrait? » ?»« Non. » Le ton du vieil homme était catégorique. Pearl était déçue, mais elle n'était pas encore prête à abandonner. « Est-ce que tu penses que ce serait possible? » ?»« Tout est possible, mais la peinture à l'huile ne porte pas de traces ADN. » Elle n'aimait pas qu'il fasse référence à cet épisode. Pearl savait qu'Isidore avait eu une attaque cardiaque le jour où il avait reçu la lettre d'assignation. Elle le connaissait bien maintenant. Cet homme détestait qu'on lui force la main, mais elle trouvait exécrable qu'il utilise cet argument pour clore la conversation. L'argument de l'ADN, c'était un peu comme s'il lui avait dit « Tu m'as eu une fois, mais pas deux. » Il se leva de son fauteuil et fit quelques pas. « Alors, tu ne penses pas que ce pourrait être une tante ou une aïeule ?» « Tu as dit ?» Le majordome apparut sur le seuil comme par enchantement. « Oui, monsieur. Nous allons prendre le café. Tu veux un café, Pearl? »« Oui, avec plaisir. »« Merci, Tchadi. » Isidore vint s'asseoir sur le canapé à côté de Pearl et lui tapota le dos de la main avec gentillesse, comme s'il avait voulu la consoler. « Une aïeule. Peut-être. Tu sais, j'ai très peu connu ma famille. Et quand j'ai quitté Vienne, j'étais si jeune. » « Tu avais quel âge? » ?»« J'avais 16 ans. » « Quand est-ce que tu y es retourné pour la dernière fois? » ?»« Jamais. » Pearl était très étonnée. « Tu veux dire que tout ce temps, avec tes voyages d'affaires en Europe, tu n'es jamais retourné en Autriche? » ?»« Non. » »« Ah, c'est fou, je ne savais pas. » Isidore resta pensif. « Tu voudrais m'accompagner? » ?»« Où? » ?»« À Vienne. » Alors c'est tout un voyage qu'elle va faire, cette jeune femme, et nous aussi, lecteurs et auditeurs de ce livre de Camille de Peretti, L'inconnu du portrait, en lice pour les prix Audiolib. Le sang des innocents maintenant, très rapidement, il s'agit d'un homme qui est noir et qui va être élu en tant que shérif dans sa région, dans le sud des États-Unis. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire des Blancs. C'est un livre très dur qui est signé S.A. Cosby, et en voici un extrait lu par Jean-Paul Pitolin. Hey, au lieu de rester planté là en sous-vêtements, tu voudrais pas plutôt me servir un de tes cafés de luxe? Demanda Albert Crown. Titus regarda son père boitiller jusqu'à la table de la cuisine et s'asseoir prudemment sur une des chaises en métal escaille qui aurait fait pâlir d'envie le premier hipster venu. Depuis 1 an qu'il s'était fait poser sa prothèse de hanche, Albert avait toujours du mal à se déplacer, mais il mettait un point d'honneur à ne pas utiliser de canne. Pourtant, Titus voyait bien son visage à la peau brune se crisper chaque fois qu'une tempête approchait de la baie ou que la température chutait. Pendant 40 ans, Albert Crown s'était brisé le dos 14 heures par jour, 6 jours sur 7, le long des côtes de Piney Island, à remonter des casiers à bord des bateaux appartenant à des gens qui le considéraient à peine comme un être humain. Pas de mutuelle, pas d'épargne retraite. Mais entre ses efforts et le sens des économies d'Hélène, la mère de Titus, ils avaient mis suffisamment de côté pour faire construire une petite maison de 3 chambres sur Preach Neck Road. Ils étaient la seule famille, noir et blanc confondus, à posséder une vraie maison en dur. La jalousie avait surpassé les vieux clivages et uni les voisins face à cette bâtisse qui se dressait au milieu des mobil-homes comme une rose dans un champ de mauvaises herbes. Quand on sera à la retraite, on s'installera sur le perron dans nos fauteuils à bascule assortis et on fera coucou à Patsy Jones chaque fois qu'elle passera en voiture avec son air ulcéré, avait lancé Hélène à son mari,
un samedi soir où il n'était pas sorti à l'Oasis ou au Gracie's Bar avec ses compagnons de beuverie. Titus inséra une capsule dans la machine, posa une tasse sous le bec verseur et actionna le bouton. Hélas, comme souvent avec les projets, celui de sa mère ne s'était jamais concrétisé, puisqu'elle était morte bien avant de pouvoir prendre sa retraite de l'usine de drapeaux Cunningham. Patsy Jones, en revanche, passait toujours régulièrement devant la maison en voiture avec son air ulcéré. « Tu m'as mis quoi ?» demanda Albert en ouvrant le journal. Titus vit les lèvres de son père remuer en silence tandis qu'il suivait les mots du bout de l'index. Si sa mère avait été la grande lectrice de la famille, son père n'avait jamais laissé passer une journée sans éplucher le journal de la première à la dernière ligne. « Goût noisette, le seul que tu acceptes de boire. »« Va pas le répéter à ta copine, ricana Albert, au prix qu'elle a payé cet engin. » Il se lécha le bout du doigt, tourna la page et poussa un grognement. « Ces suprémacistes ne lâchent jamais l'affaire, maugréa-t-il. Voilà que ces pecnos veulent organiser un défilé pour leur foutu statut, sous prétexte que quelqu'un a enfin eu le cran de leur dire que leur arrière-grand-papy était un assassin et un traître. »« Je sais, » soupira Titus. « Ricky Sowers et sa clique des fils de la Confédération me harcèlent avec ça depuis 2 semaines. »« Ah bon ?»« Ouais, ils ont peur que des contre-manifestants se pointent et ils veulent s'assurer que le shérif honorera ses obligations et assurera leur sécurité. Tu comprends ? Vu que Ricky est blanc et qu'on n'a pas les mêmes origines culturelles, pour lui, je vais forcément soutenir le camp d'en face. » Albert secoua la tête. « Ricky aurait pas emmerdé ton prédécesseur avec ça. En même temps, il n'en aurait pas eu besoin, vu que Ward Bennings aurait été le premier à défiler avec eux et en uniforme. Pas les mêmes origines culturelles, hein. Vous avez grandi au même endroit que je sache. La seule différence entre vous, c'est que toi, t'es noir, et lui, il est raciste. Je te jure, fils, il y a des fois où je me demande comment tu fais pour supporter ce genre de conneries. » C'est facile. J'imagine le général Sherman qui botte le cul à tous leurs arrière-grands-papis réunis et ça me détend. Voilà, je vous rappelle que c'est un livre qui est en lice pour le prix Audiolib 2025, Le sang des innocents, de S.A. Cosby, lu par Jean-Paul Pitolin. Restez avec nous, on va parler de très bonnes nouvelles. Malheureusement, c'est en Europe, mais je voudrais que ça arrive jusqu'aux oreilles de nos gouvernements ici. Ça nous aiderait peut-être en ce qui concerne le livre audio. Voilà. Des livres plein les oreilles et des livres qui auraient bien besoin que nos gouvernements peut-être entendent ce qui va suivre. Bon, on le sait, ce n'est un secret pour personne. Le milieu culturel en arrache ici au Québec, peut-être aussi d'ailleurs au Canada en général, mais mettons que c'est plus ici au Québec que je m'intéresse parce que c'est là que je vis. Ça va mal et le livre audio aussi ne va pas tellement bien. Il reste complètement négligé par nos gouvernements et pourtant on aurait bien besoin d'aide pour produire notamment des livres d'ici. Bazar, c'est bien gentil d'entendre parler des livres français, mais il y a plein de livres d'ici qui mériteraient d'être enregistrés. Seulement voilà, ça coûte cher. Et là, je tombe sur un article paru dans Actualité qui nous dit qu'en France, le livre audio est très prisé par les jeunes de 10 ans et plus. Je me suis dit, voilà ce qui est bon à savoir. Que nous dit ce papier-là ? Eh bien, on nous dit d'abord en prologue que les plateformes de streaming développent des offres de livres audio, que ceux-ci sont particulièrement plébiscités par le jeune public né entre la fin des années 90 et le début des années 2010, celle qu'on appelle la génération Z. Si la pratique de la lecture recule, les livres audio sont de plus en plus écoutés. C'est quand même tout un paradoxe, ça. Ça veut dire qu'il doit y avoir un chiffre d'affaires, fatalement. On nous parle également d'une étude qui est sortie dans Le Monde le 24 octobre 2024 et où l'on apprend que 33% des Français ont écouté au moins un livre audio au cours des 12 derniers mois. C'est beaucoup, ça. 33% ont au moins écouté un livre audio.
Imaginez. Alors ici, évidemment, ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les livres audio ne sont que des livres audio accessibles. Imaginez le travail qu'on a encore à faire, alors que les livres audio commerciaux, accessibles à tout le monde d'ailleurs, personnes en difficulté perceptuelle ou non, sont accessibles maintenant partout. On pense au catalogue évidemment Nara, qui est le catalogue ici qui fait le plus la promotion de livres qui sont enregistrés, oui, en Europe, mais aussi et surtout des livres enregistrés ici. Le problème, c'est qu'il y en a en ce moment de moins en moins. Alors, le succès du livre audio dans les pays européens voisins s'explique, nous dit cet article-là, par une forte adhésion des jeunes qui reflètent l'évolution de leurs habitudes de consommation culturelle. Ils bookingent sur leur smartphone et l'essor du livre audio s'explique par leur attrait pour les podcasts et pour le streaming particulièrement apprécié des jeunes lors de leurs déplacements en transport en commun. Autrement dit, qu'ils aient un bouquin dans les mains ou un bouquin entre les oreilles, ce qui me semble important là, c'est que les livres, ils les lisent. D'après le rapport du Centre national du livre, les jeunes Français et la lecture, publié par le ministère de la Culture, le CNL et l'Institut de sondage Ipsos, auprès de 1500 jeunes Français âgés de 7 à 19 ans, la fréquence de la lecture comme loisir diminue parmi les jeunes âgés de 12 à 19 ans. Moins d'un tiers d'entre eux affirment tous les jours ou presque. À partir de 16 ans, seulement 43% des lecteurs occasionnels lisent plusieurs fois par semaine. Chaque jour, les jeunes âgés de 13 à 15 ans passent 19 minutes à lire pour le plaisir. Chez les 16-17 ans, ça chute énormément. Mais, simultanément, le temps passé quotidiennement sur les écrans atteint 3 heures et 11 minutes. Ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, le fait que les mômes aient constamment les yeux sur les écrans, ça favorise aussi qu'à un moment donné, ils aient les oreilles grandes ouvertes et profitent de ce qu'on peut trouver en ce moment sur le net. N'oublions pas qu'ici, au Canada, nous avons la chance, par rapport à d'autres pays, de bénéficier notamment des livres qui sortent sur Spotify. Je vous en avais déjà parlé. Je crains que ça fasse mal à certains catalogues, par exemple. Mais au moins, ça vous permet à vous d'avoir accès à, sur Spotify, 150 000 livres audio. Il y en a certains qu'il faut acheter, par exemple. Mais je vous dirais que c'est quoi? C'est 1 sur 10. Mais les autres, vous pouvez vous les procurer. Il suffit de vous abonner sur Premium, sur Spotify Premium, pour avoir accès à tous ces livres-là. Et il y a une autre condition. On ne peut pas lire plus de 15 heures, en fait, écouter plus de 15 heures de livres audio par mois. Mais si vous avez un bon livre que vous aimez qui dure 14 heures, eh bien faites-le durer pendant 1 mois et c'est absolument génial. Bref, les jeunes européens écoutent du livre audio, qu'on se le dise. Quels sont leurs livres préférés? Là, il y a notamment La Passe-Miroir. Oui, ça me fait plaisir. On n'en écoutera pas un extrait parce que c'est moi qui le lis, puis à un moment donné, ça va faire la grosse tête. Mais c'est vrai que c'est une série que j'ai adoré lire pour les jeunes. Et c'est une série très, très bien écrite. Si vous avez l'occasion de tomber là-dessus, si ce n'est pas en audio, que ce soit sur papier, c'est vraiment très, très brillamment écrit par Christelle Dabos. Et puis, parmi leurs favoris et parmi mes favoris à moi, La rivière à l'envers de Jean-Claude Morleva, dont j'ai déjà parlé à cette émission-là, mais à mon avis, ça vaut le coup de reparler à plusieurs reprises de livres fantastiques. Celui-ci, c'est un livre, comment je décrirais bien ça? D'abord, tiens, un avis d'un professeur. Il faut faire lire ce livre au plus grand nombre d'enfants de CM2, voire de 6e, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont 10 ans, entre 10 à 12 ans. C'est une belle histoire, celle de Tomek et Anna, qui sont des enfants merveilleux de naïveté, de débrouillardise. Ils sont fins, ils sont vraiment adorables. Ils vont s'entraider pour affronter et résoudre des épreuves qui vont parsemer leur chemin. Quel est ce chemin parsemé d'épreuves? C'est que un jour, il y a une petite fille qui raconte dans la boutique de Tomek, et la petite fille s'appelle Anna, qu'il existe une rivière qui coule à l'envers. Et la rivière à l'envers, quand on a de l'eau de cette rivière à l'envers, c'est une eau qui empêche de mourir. On comprend que cette petite fille-là, si elle veut à tout prix trouver l'eau de la rivière à l'envers, c'est parce qu'elle va mourir bientôt. Alors avec Tomek, ils vont aller
partir à l'aventure, à la recherche de cette rivière à l'envers. Voici un extrait de ce livre qui existe en version intégrale en audio. C'est d'une durée de 8 heures et c'est lu par l'auteur Jean-Claude Mourleva. Parle-moi encore de cette rivière, s'il te plaît. La rivière finit par arriver au pied d'une montagne qui s'appelle la montagne sacrée. La montagne sacrée, fit Tomek que ce nom-là impressionnait. Oui, ceux qui ont approché cette montagne disent qu'on n'a jamais vu quelque chose d'aussi imposant. Ses sommets dépassent les nuages. Mais figure-toi que notre petite rivière ne se laisse pas démonter comme cela. Elle l'escalade, tout simplement. Et plus elle monte, plus elle se rétrécit. Elle redevient torrent, puis simple ruisseau, tout en coulant à l'envers, bien sûr, ne l'oublie jamais. Et quand elle arrive tout en haut, elle n'est plus qu'un mince filet d'eau pas plus gros que mon pouce. Et là, elle s'immobilise enfin, et cela forme dans le creux d'une pierre un minuscule bassin, de la taille d'un demi-lavabo. Et cette eau est d'une pureté incroyable. Et elle est magique, Tomek. Magique ? Reprit le garçon. Oui. Elle empêche de mourir. De nouveau, Tomek entendit la voix claire de la jeune fille. Elle empêche de mourir. Vous ne le saviez pas ? Hicham avait utilisé exactement les mêmes mots. Seulement, poursuivit le vieil homme, personne n'en a jamais rapporté, mon garçon. Personne. Mais pourtant, s'exclama Tomek, il suffirait de suivre cette rivière jusqu'à sa source, enfin, jusque là-haut, de remplir une gourde de cette fameuse eau et de redescendre. Il suffirait. Mais il se trouve que personne n'est jamais arrivé jusque là-haut. Et si quelqu'un y est arrivé, il n'a pas réussi à redescendre. Et on n'en a rien su. Et si quelqu'un est arrivé à redescendre, il a perdu sa provision d'eau en route. Et puis, il y a quelque chose qui rend l'entreprise encore plus difficile. Quoi donc, grand-père ? Eh bien, c'est que cette rivière n'existe sans doute pas, et cette montagne non plus. Il y eut un long silence, et ce fut le vieil Hicham qui finit par le rompre. « Au fait, mon garçon, qui t'a parlé de cette rivière ?» Tomek se rappela soudain qu'il était d'abord venu pour raconter à son vieil ami la visite de la jeune fille. Maintenant, il allait enfin pouvoir confier son secret. En savoir plus, peut-être. Il prit une profonde inspiration et s'efforça d'expliquer en détail tout ce qui était arrivé ce soir-là dans sa boutique. Il n'oublia rien, ni les images de kangourous, ni le sable orange dans la petite fiole, ni le chat qui avait voulu entrer. Il évita seulement d'évoquer sa main sur le bras de la jeune fille. Cela, il n'était pas utile de le crier sur tous les toits. Le vieil Hicham le laissa parler jusqu'au bout, puis il le regarda avec un sourire que Tomek ne lui avait jamais vu, un sourire à la fois amusé et plein de tendresse. « Dis-moi, mon fils, tu ne serais pas amoureux, toi, hein ?» Tomek rougit jusqu'aux oreilles. Il était furieux contre lui-même, et contre Hicham qui se moquait de lui. Celui-là, il pourrait toujours courir pour le nougat. Il s'apprêtait à partir quand le vieil homme le rattrapa par la manche et le força à se rasseoir. « Attends un peu, voyons !» Tomek se laissa faire. Il ne parvenait jamais à être en colère bien longtemps contre Hicham. « Elle avait une gourde, as-tu dit ?»« Oui, elle en avait une. Elle a dit qu'elle trouverait l'eau et qu'elle la mettrait dedans. » Cette fois, Hicham ne souriait plus du tout. « Vois-tu, Tomek, je ne sais pas si cette rivière existe ou non, mais je sais que les hommes la cherchent depuis des milliers d'années et que personne, je te dis bien, personne n'est jamais revenu avec la moindre goutte de cette fameuse eau.
des expéditions entières d'hommes dans la force de l'âge, équipés des pieds à la tête, et bien décidés à réussir, ont péri, avant seulement d'apercevoir la montagne sacrée. Alors, ta petite bohémienne peut bien tapoter sur sa gourde et dire qu'elle la remplira. C'est aussi impossible que de faire pousser du blé sur le dos de ma main. Mais alors, murmura Tomek au bout d'un moment, que va-t-il lui arriver? Hicham lui sourit. Je crois que tu devrais oublier tout ça, mon garçon. Penser à autre chose. Il y a cette jolie fille dans le village, non? Allez, file. Tu as peut-être des clients qui t'attendent. Tu as sans doute raison, grand-père, fit Tomek en hochant tristement la tête. Puis il se leva, pressa les mains du vieil Hicham et s'en retourna, à pas lents, vers sa boutique. Et vous savez ce que je vais faire en retournant chez moi? Je vais écouter la suite. J'aime tellement l'univers, c'est tellement bien écrit l'univers de Jean-Claude Mourleva, puis j'aime sa voix, j'aime sa façon de lire cela. La rivière à l'envers, de et par Jean-Claude Mourleva. C'est l'heure des nouveautés maintenant. On l'attendait, ce 3e volume de la comédie humaine des 30 Glorieuses de Pierre Lemaître. Pierre Lemaître qui porte si bien son nom, un maître en littérature. Un avenir radieux donc, c'est le 3e, un livre bourré d'actions, des bonnes, des mauvaises, des dangereuses. C'est plein de suspense et de jubilation. Bref, c'est du Pierre Lemaître, le toujours très inattendu Pierre Lemaître au niveau des personnages. Combien de fois je me suis fait avoir, je me disais, mais où est-ce qu'il s'en va? Alors je l'attendais là, et ben non, c'était là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les 2 premiers, mais allez-y, ruez-vous sur cette trilogie là-bas. En fait, ce sera une tétralogie, je pense, parce qu'il va y en avoir 4, les 30 Lemaître. Écrivez ça sur un bout de papier. Si vous les avez déjà lus, vous vous souvenez de Joseph, le chat omniscient d'Angile et de Louis, qu'on va retrouver dès les premières pages. On va aussi retrouver Colette, qui a été arrachée à Geneviève, son épouvantable mère, et Colette qui a maintenant 10 ans. L'action se déroule sur 2 mois et presque sur 600 pages. Et ce sont 600 pages que je vous garantis absolument exquises. Voici un extrait de Un avenir radieux de Pierre Lemaître, lu par Philippe Solier. « 19 avril 1959. Chapitre 1. Je ne vois que ça. Colette observa la ferme un long moment, comme si un danger la guettait qu'elle ne discernait pas. Le danger était devant, elle le savait, mais elle jeta tout de même un regard inquiet de l'autre côté, tendit l'oreille. La campagne bourdonnait de mouches, les feuilles des marronniers frémissaient par vagues. Le plus bruyant, c'était son cœur qui cognait à tout rompre. Le sang lui battait les tempes. Elle tressaillit soudain. Le chien avait dû la sentir parce qu'il se mit à aboyer furieusement. Un sale molosse, large comme un veau, aux dents brillantes, qui se sauvait facilement, attaquait sans raison. Des gens s'étaient fait mordre. Depuis que les gendarmes étaient venus, Macagne le tenait attaché dans la journée. Il n'y avait que lui à pouvoir l'approcher. Et Joseph, le chat de Colette et lui se haïssaient. Joseph traversait régulièrement le champ pour venir s'installer mollement sur la première branche du tilleul et le narguer, quasiment à portée de laisse, mais pas tout à fait. Le chien, ça le rendait dingue. Là, Joseph procédait à sa toilette et le fixait en souriant. Colette l'avait souvent vu faire. Sauf que cette fois, c'est elle qui devrait éviter d'être à portée de laisse. La ferme était un long bâtiment dont l'étage servait au fourrage, avec devant une grande cour poussiéreuse par temps sec, boueuse à la première averse. Sur la gauche, un garage pour le matériel, notamment le tracteur Renault D22, un R7052 rouge, encore rutilant parce qu'il n'était là que depuis 1 mois. Sur la droite,
un ensemble disparate d'ateliers et de remises où Macagne rangeait ses outils et ses produits. Colette dégagea avec précaution la paille qui masquait le trou qu'elle avait pratiqué dans la clôture, l'endroit qui lui avait semblé le plus propice pour longer l'arrière de la maison sans être vue. Elle avait d'abord échoué à soulever le grillage pour se ménager de quoi passer. Elle n'avait pas été suffisamment forte, bien qu'elle soit grande pour une enfant de 10 ans. Le lendemain, avec la pince coupante empruntée à son grand-père, le travail était resté difficile, mais elle était parvenue à dégager un espace lui permettant de se glisser sans déchirer ses vêtements. Colette s'arrêta net. Le chien s'était tu. Elle faillit repartir, attendit. Les cognements dans la poitrine l'empêchaient de respirer. Sa vue se brouilla un court instant, ça chavirait autour d'elle. Elle dut s'appuyer à la clôture. Le froid, la solidité du grillage lui firent du bien. Le décor se stabilisa, les aboiements avaient repris. Elle se décida. Après une ultime respiration, elle s'allongea au sol, passa les pieds dans l'ouverture, glissa sur le dos et se redressa de l'autre côté. Elle avait choisi ce moment du dimanche parce qu'elle en était certaine, Macagne ne reviendrait pas avant la fin de la journée. Il se bourrait la gueule au café de la place avec son copain Daniel au prétexte de jouer au 4-21. Ah, la plume de Pierre Lemaître, un avenir radieux, c'était lu par Philippe Sollier. Je vous rappelle que ça fait partie de la tétralogie. Moi, je pensais que ce serait une trilogie, mais non, il y en aura un 4e, des 30 glorieuses de Pierre Lemaître, dont je me régale il y a maintenant des années. On va pas parler de politique, non, on va pas parler de tout ce qui se passe en ce moment et qui nous fâche en tas, non. On n'en parlera pas, mais j'ai vu parmi les nouveautés un titre qui m'a attiré. Il s'agit de la saga des Rockefeller. Et je me suis dit, finalement, Mosque, Rockefeller dans le temps, même combat, quoi. Bon, le fric règne en Dieu et maître aux États-Unis et dans d'ailleurs beaucoup d'autres pays. Alors j'ai voulu m'intéresser un petit peu à cette famille-là, dont un homme du nom de Tristan Gaston Breton a écrit l'histoire. C'est lu en audio par Julien Pillet, ça vient de sortir en janvier dernier. Voici le résumé qu'on en fait. Les Rockefeller, rarement une dynastie a marqué à ce point l'histoire des États-Unis, comprenez pourquoi j'en parle, et plus largement celle du XXe siècle. Pour le plus grand nombre, dont je suis, dont vous êtes certainement, il symbolise l'argent, le luxe, la puissance et la philanthropie. Au départ, John D. Rockefeller Sr., le roi du pétrole, c'est comme ça qu'on l'appelait, dans les années 1870, ce visionnaire-là, qui était un type très austère, s'est lancé dans le raffinage de l'or noir. Et c'est en à peine 20 ans qu'il a bâti cet empire gigantesque, la première grande compagnie pétrolière de l'histoire. Vous pouvez bien être riche. À la fin de sa vie, il est l'homme le plus riche du monde. Ça nous rappelle quelqu'un d'autre. Son fils, Junior, lui, préfère s'éloigner de cet univers-là des affaires pour celui de la philanthropie à vocation universelle. Écoutez bien ça. Le fils de Rockefeller a investi des sommes colossales dans des œuvres médicales, sociales et éducatives, et entre autres a financé la restauration du château de Versailles. Incroyable quand même. Ses 5 fils vont encore plus loin que ça. Ils s'emploient à étendre le réseau de la dynastie et investissent les lieux de pouvoir, de l'industrie à la banque, en passant par la politique. Les générations suivantes tournent le dos au pétrole. Ils se rangent du côté des énergies vertes pour réparer les dégâts causés par leur famille sur l'environnement et s'engagent même dans de grandes causes humanitaires sans rien perdre de leur prestige. L'auteur de cette saga sur les Rockefeller est un historien, je vous rappelle son nom, Tristan Gaston Breton, et il nous raconte cette prodigieuse histoire familiale dont le nom Rockefeller a traversé les siècles, n'est jamais très loin du pouvoir.
C'est un spécialiste, M. Gaston Breton, de l'histoire des entreprises, et c'est quelqu'un qui collabore très régulièrement à un journal économique en France. Je me disais que c'est le genre de bouquin qu'on ne va pas retrouver sur la table de chevet de M. Ditti. Moi, je ne pense pas. Ni de M. I.M. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'il verrait que quand on a beaucoup de fric, on peut faire beaucoup de belles choses avec ça. Extrait. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. En 2016, les Rockefeller de la 5e génération annonçaient au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation du climat qu'ils cédaient toutes les actions qu'ils détenaient dans des compagnies pétrolières et qu'ils sortaient définitivement des énergies fossiles. Une véritable révolution pour la célèbre dynastie dont la fortune s'était édifiée près de 150 ans plus tôt sur l'or noir. Si elle suscita beaucoup de commentaires outre-Atlantique, cette décision eut également des effets en chaîne bien réels. Dans les mois qui suivirent, nombre de grands fonds d'investissement annoncèrent leur intention de sortir du pétrole, plongeant le secteur dans la sidération et entraînant une forte baisse du cours des actions des compagnies pétrolières. Les Rockefeller venaient de prouver qu'il fallait encore compter avec eux. La décision pour le moins iconoclaste de ses descendants aurait probablement beaucoup amusé John D. Rockefeller Sr., le fondateur de la dynastie, l'homme qui, grâce à l'or noir, était devenu dans les années 1900 la première fortune mondiale. Impitoyable en affaires et d'une froideur à terroriser ses plus proches collaborateurs et même ses enfants, Senior ne manquait pas d'humour et savait apprécier l'ironie de certaines situations. Doté d'un flair infaillible, il aurait sans doute compris qu'en tournant le dos à tout ce qu'il avait lui-même construit dans les années 1870-1910, les Rockefeller du XXIe siècle se donnaient les moyens de peser à nouveau sur la marche du monde. Cette décision aurait également beaucoup plu à son fils John D. Rockefeller Jr. Avec son air un peu égaré, ce dernier n'avait ni l'humour ni l'esprit de son père. On le disait même sinistrement ennuyeux. Mais il avait compris, dès les années 1930, que l'avenir de la famille, souillée par l'or noir, était dans la philanthropie, le mécénat, la défense de la démocratie ou la promotion du bien-être humain. À bien des égards, les jeunes Rockefeller, partis en guerre contre le pétrole, étaient ses héritiers. Avec eux, la dynastie retrouvait un second souffle qu'elle avait un peu perdu depuis les années 1980. Les Rockefeller. Rarement une dynastie a à ce point marqué l'histoire des États-Unis et même, plus largement, celle du XXe siècle. Pour le plus grand nombre, ils symbolisent l'argent, le luxe et la puissance, comme celui des Rothschild, et pour les mêmes raisons, la richesse et le pouvoir qui l'accompagnent cachent nécessairement de sombres desseins. Leur nom charrie toutes sortes de fantasmes. Encore aujourd'hui, certains leur prêtent un pouvoir occulte dont témoignerait leur rôle au sein du groupe Bilderberg et de la Trilatérale et leur appartenance soigneusement cachée et totalement imaginaire à la société secrète des Illuminati. Aux yeux des complotistes de tout poil, les Rockefeller et leurs affidés n'ont qu'un seul objectif, dominer le monde et imposer un nouvel ordre mondial contre les peuples et leurs représentants élus. On ne prête décidément qu'aux riches. Intéressant quand même, hein? Intéressant. Moi, je vous rappelle, hein, le titre, c'est La saga des Rockefeller. C'est une nouveauté. C'est sorti en janvier de cette année, écrit par Tristan Gaston Breton. Et à la narration, c'était Julien Pillet, ou Pillet peut-être. Pillet, P-I-2-L-E-T.
Oui, je sais, je vous avais parlé de ce livre, c'est le petit dernier de Jean Echenoz, Bristol, lu par Dominique Pinon, paru chez Gallimard dans la collection Écoutez lire. C'est sorti le 24 janvier dernier, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas parce que j'ai manqué de temps cette semaine que je n'en parlerai pas. Et j'ai très très hâte de vous en parler de ce livre-là, l'histoire d'une personnalité qui n'a vraiment rien de flamboyant. On parle là d'un réalisateur, mais un réalisateur de navet surtout. Et c'est un type dont la personnalité, on ne sait jamais s'il est attachant ou si on a envie de lui coller une baffe. Voyez-vous, en gros, c'est à peu près ça. Et il s'appelle Bristol, comme l'invitation, veux-tu que je t'envoie un Bristol? D'ailleurs, en lisant Bristol, je me suis dit, bon, ça va être une histoire d'invitation. Non, pas du tout. C'est l'histoire de cette personnalité cinématographique dont je vous reparlerai certainement la semaine prochaine ou une autre semaine si le temps le permet. Mais si vous aimez Echenoz, Jean Echenoz, eh bien vous allez adorer ce dernier opus, comme toujours, un mélange d'ironie, un mélange de second degré, de détails insignifiants mais qui finissent par être importants. C'est Clotilde Sey qui va cesser là son bavardage et qui va vous recommander on ne peut plus de lire, d'écouter des livres audio et qui remercie son camarade Mathieu Tessier et qui vous remercie vous d'être là et qui vous dit à la semaine prochaine à une autre émission de Des livres plein les oreilles.